Cet exercice sportif montre le saut de perche. Il s'agit ici de transformer l'énergie cinétique de l'athlète en énergie potentielle à l'aide d'une perche. Nous déterminons la vitesse d'impact de l'athlète sur le tapis et nous montrons enfin que l'athlète ne se blesse pas. Concernant cet exercice, il y a un record mondial là-dessus qui concerne l'athlète américano-suédois détenu en 2020. Ce record est de 6,18 mètres. On vous donne la masse de l'athlète, l'intensité du champ de pesanteur terrestre et on vous donne une partie du code et un graphique concernant l'évolution des énergies cinétiques de l'athlète, son énergie potentielle. Dans la première question, on vous demande d'identifier parmi les courbes A et B celles représentant l'évolution de l'énergie potentielle pesanteur et l'énergie cinétique. Ici, ça concerne la partie ascendante du mouvement de l'athlète. Donc, vous avez cette courbe-là. Vous avez ici cette partie ascendante-là, c'est-à-dire lorsque Z varie de 0 à ZA. Alors, on a cette évolution énergétique. Alors, bien entendu, lorsque le mouvement est ascendant, on s'éloigne de la surface de la Terre, donc automatiquement l'énergie potentielle va augmenter alors que l'énergie cinétique va diminuer. Alors, donc cette courbe A représente une diminution de l'énergie cinétique. Et la courbe point, celle-là, c'est l'énergie potentielle parce que ça augmente. Donc, courbe A, énergie cinétique, et courbe B, énergie potentielle. Exercice A. A1. Mouvement ascendant de l'athlète. C'est-à-dire Z y compris entre 0 et Z1. Donc, dans ce cas, l'énergie cinétique va diminuer au dépend de l'énergie potentielle de pesanteur. Qui va augmenter. Donc, par identification de la monotonie du couple, courbe 1
l'énergie cinétique et courbe P, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, dans la question suivante, A2, on vous demande de recopier et compléter les codes des lignes 27 et 28 du programme. 27 et 28, donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique, on sait très bien que c'est 1 demi de mv carré. Et l'énergie potentielle, c'est plus mgz, puisque l'axe OZ est ascendant. Donc, code Python, ligne 27, vous avez EC de I, c'est égal 0,5 donc par M, V carré, donc V de I au carré. Pour la ligne 28, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. I, c'est M, G, Z de I. Voilà. Alors, pour la question A3, on vous demande d'extraire du programme la valeur de la vitesse initiale de l'athlète. On voit bien ici que V in PRA 10.063. Donc ici, vous avez la vitesse initiale qui correspond à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire la phase du commencement du mouvement ascendant. Et à cet instant-là, vous avez une altitude initiale qui est de 1 mètre. Donc, A3, vitesse initiale du mouvement ascendant. Donc, c'est-à-dire V pour T est égal à 0. Donc, c'est 10,0 mètres par seconde. Alors, remarque. Donc V est égal à 0 peut être déterminé autrement. Donc en utilisant la conservation de l'énergie mécanique tout simplement. En effet, l'énergie mécanique c'est une constante égale à EC plus EP. Et vous avez en fait, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Ça concerne la déformation de la perche et ça concerne le niveau du système athlète plus perche par rapport à la surface de la Terre, c'est-à-dire l'altitude Z. Alors, donc, c'est constant, donc, en particulier pour T égale à 0. Donc, EC 0 plus EP 0. Alors, à cet instant-là, c'est-à-dire pour T égale à 0, la perche n'est pas déformée. Donc, vous avez EPE égale à 0. Donc, il vous reste uniquement EPP. Donc,
ça va être égal à 1 demi mv de 0 au carré plus mg z de 0. Alors, ce qui donne que v de 0, ça va être égal 2 m sur m moins 2g z 0 ainsi. Application numérique pour déterminer EM et G0, on revient juste sur le code. Vous voyez bien ici que pour l'instant t égale à 0, vous avez une altitude initiale z qui est de 1 mètre et vous avez ici l'énergie mécanique qui est de 4775 joules. EM c'est 4775 joules et Z0 est égal à 1,0 mètre. Ces deux valeurs-là, elles sont tirées du code Python. Donc d'où V de 0, faites un calcul, vous trouvez carrément 10,0 mètres par seconde. Alors maintenant, dans la question suivante, à 4, on vous demande d'identifier la situation correcte qui correspond à t égale à 0, 9 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a à cet instant-là? Donc, on doit revenir au graphique, montrant l'évolution des différentes énergies au cours du temps. Alors, pour cet instant-là, t égale à 0,9, on voit bien que l'énergie qui représente la déformation de la perche, à savoir l'énergie potentielle élastique, cette énergie-là est maximale. Donc, il faut chercher la situation où on a une déformation maximale de la perche. Ça va correspondre à la situation t égale à 0,9. Si on revient à ces trois situations, situation 1, perche moins déformée. Situation 3 également. Mais au niveau de la situation 2, on voit bien une forte déformation de la perche. Donc la situation 2 correspond à l'instant t égale à 0,9. Donc à 4, instant t égale à 0,9 secondes. Donc cet instant-là, il correspond à EPE maximal. Donc, c'est-à-dire vous avez une déformation importante de la perche. Donc, c'est en fait situation 2. Alors maintenant, dans la question A5, on vous demande de déterminer la valeur de l'altitude maximale ZA atteinte par l'athlète à l'aide du graphique précédent. Alors, qui dit altitude maximale dit énergie potentielle maximale ou également énergie cinétique minimale. Donc pour le graphique, on voit bien ici que cette courbe A
qui représente l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur, elle est maximale à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, il correspond à l'instant t égale à 2 secondes. Cet instant aussi vous donne une énergie cinétique minimale qui est égale à 0. Donc, t égale à 2 secondes correspond à l'instant où l'athlète atteint une altitude maximale qui est bien sûr de l'ordre de 6 mètres. A5 ZA altitude maximale atteinte. Alors, le graphique montre que pour t est égal à 2,0 secondes, pour ce temps-là, vous avez une énergie potentielle de pesanteur maximale et ça correspond à une énergie cinétique minimale, c'est-à-dire nulle. Pour déterminer ce ZA, il suffit de faire appel à la conservation, donc appliquant la loi de conservation de l'énergie mécanique, puisque c'est un système conservatif. On a EM de 0 est égal à EM de t égale à 2 secondes. Et ça, c'est égal en fait à 1 demi V de t égale 2 secondes au carré plus mgza plus l'énergie potentielle élastique. À cet instant-là, on a une énergie cinétique nulle et une énergie potentielle élastique aussi nulle, parce que vous avez à cet instant-là la perche en situation droite, donc il est non déformé. Il vient ZA est égal à EM 0 divisé par MG. Maintenant dans la partie B, donc c'est-à-dire juste après le franchissement de la barre. Donc on aura la phase descendante du mouvement. Alors on considère que le centre de masse au franchissement de la barre est en ZA et que à cet instant-là, la vitesse est nulle. Donc on vous demande de justifier après le franchissement de la barre que l'athlète est en chute libre. Après le franchissement de la barre, la seule force appliquée à l'athlète est son poids, donc bien sûr en négligeant la résistance de l'air. Donc maintenant on s'intéresse à cette phase, donc vous avez ici ZA. Donc cette phase là, vous avez l'athlète par exemple
de masse M et subit uniquement son poids P est égal à mg. Donc il est en chute libre. Phase descendante du mouvement, donc B1. Donc après le franchissement de la barre, l'athlète est soumis à son poids. Donc bien sûr, en négligeant de l'air. Glisse la résistance dans l'air. Donc il s'agit ici d'un mouvement de chute libre. Alors maintenant, dans la question suivante, dans B2, on vous demande d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique ou la loi de conservation de l'énergie mécanique pour déterminer l'expression de la vitesse d'impact de l'athlète sur le tapis. Donc, si on revient à cette situation-là, donc vous avez à ce niveau-là énergie cinétique nulle. À ce niveau-là, vous avez l'impact de l'athlète sur le tapis. Vous avez une vitesse non nulle, bien entendu, du fait du transfert de l'énergie potentielle de l'athlète en énergie cinétique. Alors B2, donc l'altitude concernée, ça c'est ZA moins ZB, qu'on va appeler l'altitude H. Ici vous avez un mouvement de chute libre. Première méthode, c'est l'application des théorèmes de l'énergie cinétique. Delta EC entre A et ce point-là que je vais appeler par exemple B, bien je vais l'appeler I. Ça va être travail du poids. C'est équivalent à dire que 1/2 mvi au carré moins 1/2 mva au carré, ça c'est égal tout simplement à mgh. Alors vous n'avez pas d'énergie cinétique initiale, V en A, vous avez énergie cinétique égale à 0 et énergie potentielle élastique est égale à 0 et l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgza. En B, vous avez l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 mvi au carré, et
l'énergie potentielle de pesanteur est égale mgzb. Donc d'où mgza est égal à 1 demi mvi carré plus mgzb. Donc ce qui donne le même résultat, à savoir, on arrive maintenant à la partie C. Cette partie-là va nous permettre de montrer que l'athlète ne se blesse pas lorsqu'il tombe sur le tapis. Alors, on considère le repère XZ. Donc, au moment où l'athlète arrive sur le matelas, donc son centre de masse est animé d'une vitesse dont la composante verticale est V0Z. La composante horizontale de la vitesse est nulle. On modélise l'action du matelas sur l'athlète par une force constante Ft verticale vers le haut, dirigée vers le haut. Et donc, pour ne pas provoquer de blessure lors de la phase de réception, le matelas se déforme. Donc, se déforme. La valeur de l'accélération subie par le corps de l'athlète ne dépasse pas 10 fois l'accélération de la pesanteur, à savoir 10. Donc, on se place dans cette condition-là, AZ est égal à 10G, et on vous demande de déterminer la force Ft et de montrer que c'est égal à 8,52 kN. Partie C, impact de l'athlète sur le tapis. Ça c'est Z, B. Donc, vous avez les forces appliquées, donc vous avez le poids chez MZ, vous avez l'action du matelas. Le système, c'est l'athlète. Le référentiel d'étude, c'est référentiel terrestre, mu du repère R en XZ. Alors, on suppose que ce référentiel est supposé galiléen. Bilan de force. Vous avez le poids
MG. Et vous avez action du tapis FT. PFD. Donc vous avez MA, l'accélération de l'athlète, égale à MG plus FT. Donc on projette sur l'axe du mouvement, à savoir Z. Donc ça vous donne MAZ, c'est MG, donc c'est moins plus FT. Donc ce qui donne FT est égal MAZ plus G. Donc ici, vous avez déformation du tapis de telle sorte que AZ est égal à G. Donc d'où FT est égal à 11 mg. Donc application numérique, on trouve FT 8,52 kN. Alors, lors du contact de l'athlète avec le tapis, le mouvement est montré que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on nous demande de montrer ces équations tout en prenant l'instant du contact de l'athlète avec le tapis comme instant initial. Le mouvement à partir de l'instant du contact de l'athlète avec le tapis est régi par les équations A, Z, C, D, G, ce qui implique que D V de T sur dt est égal à 10 G. Donc V de T par intégration ça va être égal à 10 gt plus une constante, une vitesse initiale. Donc cette vitesse initiale là, elle est obtenue pour l'instant où le mobile est en contact avec le tapis. Donc c'est V0Z. Alors de même, par intégration, on aura
OM, c'est-à-dire Z de T est égal à 10G sur 2 T carré plus V0 ZT plus Z0. Donc, l'instant pour T à l'instant du contact avec le tapis, Z est égal à ZP, tout simplement. Alors, dans la question C3, on nous demande de déterminer la durée de la phase de réception. Donc, soit T1 par exemple, cette durée. Vous avez une réception. Alors, vous avez ici le tapis. Donc, initialement, c'est ZP. À la réception, c'est uniquement Z de cet instant. Donc, c'est-à-dire vous avez en fait une déformation du tapis. Alors, lorsque Z est égal à ZP, vous avez une vitesse non nulle, c'est la vitesse d'impact. Mais arrivons à ce stade-là, pour Z égale à Z1, ici, vous avez une vitesse nulle. Parce que vous avez en fait un transfert d'énergie cinétique en énergie liée à la déformation du tapis. À l'instant T1, V de T est égal à 0. Ce qui va dire que 10GT1 plus V0Z est égal à 0. Ou encore T1, c'est V0Z sur 10G. Donc, application numérique T1, c'est égal à 104 millisecondes. Maintenant, on arrive à la dernière question pour montrer que cette épaisseur-là de 82 cm de tapis de réception est suffisante pour ne pas blesser l'athlète par le sol. Donc, tapis de réception à une épaisseur E de centimètres. Donc, pour avoir une épaisseur suffisante qui protège l'athlète contre les blessures par le sol, il faut que ce ZB moins ce Z à cet instant-là, il faut qu'il soit, c'est-à-dire épaisseur là, il faut qu'il soit inférieur à l'épaisseur de la réception. Donc, je peux noter ça par exemple E'. Donc, E', il faut qu'il soit inférieur à E. Donc, l'athlète ne se blesse pas par le sol si le E' est inférieur à E.
c'est-à-dire ZB moins Z à cet instant T1, il faut que ça soit inférieur à E. On calcule le E'. On trouve ZB moins Z de T1 est égal à 53 cm. Donc ça, en fait, ZT1, c'est 5GT1 au carré plus V0 ZT1 plus ZB. On vérifie bien que E' est inférieur à I. Donc voilà pour la résolution d'un exercice concret sur le saut de perche qui en fait a été l'occasion de traiter les transferts d'énergie cinétique en énergie potentielle via une perche et également de montrer que l'athlète ne se blesse pas par le sol du fait de la déformation du tapis.